Imaginez un palais resplendissant, aux dorures étincelantes, empli de soie, de parfums capiteux, de fanfares, et pourtant saturé d'odeurs fétides, d'excréments dissimulés derrière des tentures, de corps rongés par les pustules, de bouches enflées par les abcès, de peaux couvertes de vermine. Bienvenue à la cour de Louis XIV, le roi Soleil, dont l'apparence rayonnante n'était qu'un masque dissimulant un monde de souffrance, de maladie et de lente décomposition. Car derrière les bals et les ors de Versailles se jouait un tout autre théâtre, celui de la chair qui pourrit lentement. Louis XIV, né en 1638, règne seul dès 1661 jusqu'à sa mort en 1715. Son pouvoir est absolu. Versailles devient le centre du royaume de France et le symbole de son autorité. La noblesse, attirée par le faste, s'y presse. On s'y montre, on s'y bat pour une révérence, un regard, une place à table. Mais à force d'artifice et de décorum, la santé y est sacrifiée. Car si le roi brille, ses courtisans, eux, dépérissent. À cette époque, la médecine balbutie encore. Les saignées, les purges, les lavements sont les remèdes universels. L'hygiène, inexistante. L'eau est suspecte. Les bains rares, les parfums masquent les odeurs plutôt que de les éliminer. Le corps est un terrain d'expérimentations étranges et les maladies prolifèrent au rythme des cérémonies. À Versailles, l'apparence est une armure, mais elle ne protège pas contre les épidémies ni contre les maux insidieux qui rongent les corps de l'intérieur. Louis XIV lui-même était un homme profondément marqué par la maladie. Il souffrait d'une fistule anale, douloureuse pathologie pour laquelle il subit, en 1686, une opération chirurgicale des plus risquées, sans anesthésie. Le chirurgien Charles-François Félix taille littéralement dans la chair royale à l'aide d'un bistouri spécialement conçu. Le succès de cette opération fait la gloire du médecin, mais elle révèle surtout combien la douleur était omniprésente, même dans le corps du roi absolu. Mais ce n'était là qu'un mal parmi d'autres. Louis XIV perdit toutes ses dents avant 50 ans, souffrait de crises de gouttes, d'ulcères et d'un corps en constant déclin. Vers la fin de sa vie, il sentait si mauvais qu'on avait du mal à s'approcher de lui sans être incommodé. Il mourut en 1715, gangrené jusqu'à l'os, rongé par une jambe noire décomposée. Et pourtant, autour de lui, tout continuait. La cour poursuivait son ballet infernal, avec ses dizaines de courtisans, de dames, de valets, tous enfermés dans une promiscuité étouffante. Il n'y avait à Versailles ni toilette digne de ce nom, ni système d'évacuation. On urinait dans les couloirs, on déféquait dans les escaliers ou derrière les rideaux. Les domestiques passèrent la journée à nettoyer, ou plutôt à masquer les traces, avec des seaux, du vinaigre et des parfums. L'hygiène à la cour n'avait rien à voir avec notre conception moderne. À Versailles, il n'y avait pas de salle de bain dans les appartements. Les nobles se lavaient rarement à l'eau, considérée comme dangereuse car susceptible de faire entrer la maladie par les pores. On préférait les linges imbibés d'alcool, les poudres parfumées, les perruques et le maquillage à outrance. Les femmes poudraient leur visage de blanc de céruse, un mélange de plomb et de vinaigre extrêmement toxique. Elles appliquaient des mouches pour dissimuler les boutons, les cicatrices de variole ou les furoncles. Le maquillage, loin d'être coquetterie, était une nécessité, une carapace contre la décrépitude visible. Les hommes n'étaient pas épargnés. Perruques garnies de poudre, visages fardés, vêtements serrés. Tout concourait à donner l'illusion d'un corps maîtrisé, alors que la réalité biologique échappait à tout contrôle. Certains courtisans développaient des abcès sous leurs perruques. D'autres contractaient des infections de la peau liées à l'accumulation de sueur et de crasse sous les vêtements. Un médecin de l'époque raconte avoir dû inciser une tumeur sur un noble et avoir trouvé sous la peau des asticots vivants. On les croyait nés spontanément du mauvais sang, mais aujourd'hui, nous savons qu'ils résultaient d'infestations dues à l'insalubrité. Le luxe de Versailles était une façade. Sous le satin, la vermine. La promiscuité et les jeux d'alcôve contribuaient aussi à propager des maladies vénériennes comme la syphilis. Celle-ci était fréquente dans les cours européennes, mais à Versailles, elle faisait des ravages. On en reconnaissait les victimes à leurs visages déformés, leurs nez effondrés ou leurs troubles mentaux avancés. Louis XIV, lui-même très actif sur le plan sexuel, eut de nombreuses maîtresses. Certaines d'entre elles moururent jeunes, probablement atteintes par la maladie. La marquise de Montespan,
favorite célèbre, fut soupçonnée d'avoir transmis au roi certaines infections. La dissimulation était constante, on cachait les symptômes, on mentait sur les causes des décès. Il fallait préserver l'image d'un roi solaire, invincible. D'autres maux rongeaient la cour en silence. La tuberculose, par exemple, surnommée la phtisie. Elle frappait jeunes et vieux et provoquait une lente dégénérescence des poumons, des fièvres, des crachats sanglants. Le dauphin, fils de Louis XIV, mourut de cette maladie en 1711, suivi peu après de son propre fils et de sa belle-fille. En l'espace de quelques mois, la lignée directe du roi fut presque décimée. La cour, malgré son éclat, était aussi un lieu de profonde solitude. Les courtisans, soumis à des règles strictes, vivaient dans un état de tension constant. La peur du déclassement, les rivalités, l'absence d'intimité, tout cela contribuait à la détérioration de la santé mentale. Certains sombraient dans la mélancolie, ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression, d'autres dans la folie. Face à ces épidémies et souffrances, la médecine peinait à répondre. On faisait appel aux apothicaires, aux médecins de cour, mais aussi à des personnages plus troubles. Les charlatans prospéraient. Ils vendaient des poudres de vipères, des élixirs de jeunesse, des décoctions douteuses à base de mercure ou d'extraits animaux. Ces remèdes, loin de guérir, aggravaient souvent les symptômes. Le mercure, notamment utilisé pour traiter la syphilis, causait des effets dévastateurs. Perte des dents, nécrose des gencives, atteinte neurologique. Mais on persistait, faute d'alternative. L'affaire des poisons, entre 1679 et 1682, révéla un autre versant obscur de la médecine de cour. Des nobles faisaient appel à des empoisonneuses comme la Voisin pour éliminer rivaux ou maris encombrants. Certains souhaitaient provoquer l'amour à travers des filtres contenant du sang, des restes humains ou des poudres aux effets mystérieux. L'ombre de la magie noire planait sur Versailles. Louis XIV fut contraint de faire condamner plusieurs dizaines de personnes, certaines brûlées vives. L'affaire secoua le royaume et renforça la surveillance des pratiques médicales, sans pour autant faire reculer l'ignorance. À la fin de son règne, la médecine restait inefficace, oscillant entre superstition et brutalité. Ainsi était Versailles, un théâtre grandiose où le corps souffrant jouait à huis clos. L'éclat du roi Soleil masquait une réalité bien plus sombre, celle d'un monde rongé par la maladie, l'ignorance et l'obsession de l'apparence. C'était un univers où l'on mourait jeune, où l'on souffrait en silence tout en dansant à la lumière des chandelles. Ces souffrances, aujourd'hui, peuvent nous sembler lointaines. Et pourtant, ne sommes-nous pas encore fascinés par l'apparence, au risque d'oublier notre fragilité? Jusqu'où irions-nous pour dissimuler nos maux, pour faire illusion? Et vous, pensez-vous que notre époque est vraiment plus saine, ou simplement mieux déguisée?